Williams Racing est une écurie légendaire en Formule 1. À une époque pas si lointaine, Williams était la terreur des paddocks avec McLaren et Ferrari. Avec 9 titres constructeurs et 7 titres pilotes, Williams est l'une des équipes les plus prolifiques de l'histoire de la Formule 1. Pourtant, malgré cet héritage fructueux, l'étoile de l'écurie de Grove a sacrément pâli ces dernières années. Entre rachats non concluants, titularisation de pilotes payants plutôt pour leur capacité financière que pour leur capacité de pilote, voitures ratées, stratégie défaillante, l'écurie semble très loin de sa glorieuse histoire. Malgré les bonnes performances de Nicolas Latifi en Hongrie en 2021 et le podium de George Russell lors du non-Grand Prix de Belgique suivant ce Grand Prix de Hongrie, l'écurie fondée par Frank Williams semble bien loin des sommets qu'elle a tutoyés dans les années 80-90. Mais bien avant cette période difficile, Williams a connu des débuts très difficiles, que l'on nomme aujourd'hui les années de plomb. Année où l'écurie fut maintenue à flot par un patron aussi charismatique qu'inflexible, Frank Williams. Retour dans les années 60, Frank Williams, ancien pilote de F3, fait rouler des F2 avec sa propre équipe, avec son jeune protégé Pierce Courage. Lors de l'hiver 68-69, après la Tasman Series, Frank Williams rachète une Brabham BT26 pour se lancer en Formule 1 en 1969. Le Frank Williams Racing Cars rejoint le grand cirque avec Ferrari, Matra, BRM, Cooper, Brabham, McLaren, Lotus, avec une seule voiture. Avec un budget très serré de 22 000 livres, Williams a du mal à convertir son châssis au V8 Cosworth, fabriqué à la base pour un V8 Repco. Frank est obligé de payer ses employés en leur offrant ses propres costumes. Malgré les difficultés, la voiture est prête pour le début de saison lors de la Race of Champions et l'International Trophy, course hors championnat. Avec un abandon et une 5e place, les débuts sont plutôt corrects. Mais la saison commence vraiment à Montjuïc en Espagne, mais se solde par une casse moteur. À Monaco, Courage réalise une course brillante et termine 2e derrière Graham Hill. Williams enchaîne avec une 5e place à Silverstone et à Monza. En fin de saison, Courage souffle le chaud et le froid. 2 énormes cartons au ring et au Mexico, fuite d'huile au Canada, mais un superbe podium à Watkins Glen avec une 2e place. En 1970, Williams signe un contrat avec De Tomaso pour faire rouler la voiture dessinée par Gianpaolo Dallara. Malheureusement, la voiture se révèle pataude et assez instable. Les suspensions sont fragiles et complètement inefficaces. Courage plia ses suspensions lors d'une sortie à Calami. Dallara se bouge en interne pour réduire le survirage, le poids et modifier les suspensions. En Espagne, Courage fracasse la De Tomaso au warm-up et déclare forfait. Les résultats à Monaco et à Spa ne furent pas plus brillants. À Zandvoort, l'équipe arrive avec les nouveaux châssis améliorés, mais avec un seul moteur. Cosworth a de plus en plus de mal à fournir ses clients après les révisions. Pourtant, malgré les pénuries, Courage est 9e en qualif. En course, il prit un super départ et se battit pour la 7e place. Mais il est sorti de la piste au 22e tour. La voiture se retourna et se transforma rapidement en un brasier incroyable. Le magnésium activa le brasier. En quelques minutes, la voiture n'est plus qu'un amas de cendres. La mort de Pierce Courage fut un véritable choc pour la jeune équipe. De Tomaso abandonne l'équipe à son triste sort, Brian Redman et Tim Schenken n'apportèrent pas de résultats décents à Williams. La saison 1970 aurait dû être formidable, elle fut un désastre complet à 0 points avec un mort en prime. Criblée de dettes, l'écurie a dû vendre un moteur et rendre l'unique châssis à De Tomaso pour simplement survivre. En 1971, Williams changea son fusil d'épaule. Frank chercha désespérément une solution qui passait par un pilote payant. La solution vient d'Henri Pescarolo, soutenu par Motul, et de March avec la nouvelle 711. En parallèle de cela, Pescarolo, Bell et Carlos Pache sont engagés en F2 par Williams. Sauf qu'à 10 personnes, il est impossible d'avoir un tel planning. On ne peut pas faire la F2 et la F1 en même temps. Pescarolo fait ce qu'il peut avec une voiture moins développée que pour l'équipe March Usine, avec notamment Ronnie Peterson. Néanmoins, Pescarolo rentre 2 fois dans les points en Grande-Bretagne et en Autriche. En 1972, avec le soutien du constructeur de jouets Polytoys, Williams va changer de galaxie et devenir constructeur à part entière. Pescarolo fait équipe avec Carlos Pache en 1972. En attendant la FX3, Frank Williams rachète une March 721 flambant neuve pour Pescarolo et fait rouler la vieille 711 avec le Brésilien. Ce fut une véritable catastrophe avec la destruction quasi systématique de la 721 chaque week-end. Ça commence très fort à Monaco, le jour du sacre de Beltoise, où il sortit de la piste en raison de lunettes embuées. En France, il sortit de la route en essai et ne put pas prendre le départ de son Grand Prix. Lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, la FX3 vit enfin le jour, mais pas longtemps. Pescarolo détruisit cette dernière à la suite d'une rupture de suspension. Pescarolo continue sa litanie de crash avec notamment un énorme carton à Monza suite à un défaut d'accélérateur. De l'autre côté du garage, Carlos Pache sauve la saison de Williams en marquant des points en Espagne et en Belgique.
Maigre consolation, Marlboro investit massivement dans l'écurie en complément du partenariat avec le constructeur italien Iso Rivolta pour la saison 1973. Côté pilote, Frank engage Howden Ganley et le pilote payant Nanni Galli sous la pression d'Iso Rivolta. Malheureusement, Galli ne verse pas un seul cent et Iso Rivolta, sous la pression de Frank Williams, verse avec 6 mois de retard des tranches de 5000 livres, bien loin des 40 000 livres prévus. Les Iso Marlboro FW01 sont à la ramasse. Galli est viré après Monaco et Howden Ganley marque un point inespéré lors du Grand Prix fou de Mosport au Canada. Et pour rien arranger, la deuxième voiture est louée à une litanie de pilotes. Pescarolo, Tom Belso, Gijs Van Lennep, Jackie Hicks, Tom Schenken ou encore McRae. Seul Van Lennep marquera des points à Zandvoort dans des conditions financières et matérielles difficiles, avec notamment 2 moteurs par week-end simplement. Marlboro accorde une rallonge à Williams pour simplement survivre. 74 commence par un psychodrame. Le père des FW01 et FW02, John Clark, est viré par Frank Williams et remplacé par Dallara. Le maintien de Marlboro permet à Williams de s'offrir les services d'Arturo Merzario, pilote italien Ferrari en F1 et en Sport Proto. Le second baquet est partagé par 2 protégés du cigarettier américain, le danois Tom Belso et le néerlandais Gijs Van Lennep. Merzario redonne du baume au cœur à Frank Williams, avec une arrivée dans les points à Calami. De plus, l'Italien fut proche d'un podium en Espagne, mais un contact avec Jean-Pierre Jarier le fit sortir de la route. De leur côté, Richard Roberts, Tom Belso et Gijs Van Lennep ne furent pas mieux que 8e pour Belso, 14e pour Van Lennep et 15e pour Roberts. À partir de la mi-saison, Williams commença à marquer le pas, les moteurs cassèrent les uns après les autres et les performances s'amenuisent. En plus, après le ring, Marlboro stoppe son soutien. Frank Williams vire alors les pilotes Marlboro et fait appel à Jean-Pierre Jabouille puis à Jacques Laffite. Sans succès, Jacques Bouille ne se qualifia même pas et Laffite ne fit pas mieux que 15e au Canada. Malgré un sursaut d'orgueil d'Arturo à Monza, avec une superbe 4e place, la saison fut misérable, 10e au classement des constructeurs avec 4 points malheureusement. La situation était chaude, les huissiers commencèrent à venir sonner à la porte, mais malgré cela, Frank Williams rame à contre-courant et demande à Roy Stocke de dessiner la FW04 pour 1975, confiée à Arturo Merzario et Jacques Laffite. Avec un budget digne de la F3, Williams souffre et enchaîne les abandons en début de saison. Seul Tony Bryce, remplaçant Laffite retenu en F2 à Montjuich, apporte un peu d'air frais en terminant 7ème. Pourtant, malgré l'apport des FW04, très inspirés des S4, les choses ne s'améliorent pas. Pire même à Monaco, les 2 voitures ne sont pas qualifiées, et Merzario, outré par les conditions, abandonne le navire à Spa après un nouvel abandon. Damian McGee, Jan Ashley, Joe Volantanen, Renzo Zorzi, Leila Lombardi et Jan Scheckter prendront la suite sans résultat. La blague arrive à Silverstone lorsque Williams ne peut engager qu'une seule voiture faute de moteur. Laffite sauve sa saison sur le ring en prenant la 2e place du Grand Prix. Performance remarquable mais bien aidée par l'épidémie de crevaison qui toucha les autres pilotes ce jour-là. Ce rayon de soleil fut bref car les huissiers étaient de nouveau présents dès le lendemain matin. Petite anecdote, le téléphone de l'usine avait été coupé et Frank Williams était obligé de sauver son équipe depuis une cabine téléphonique. L'équipe termina finalement 9ème du championnat 75. Fort heureusement, l'avenir semblait toutefois un peu plus clair. Le riche homme d'affaires Walter Wolf racheta 60% des parts de l'écurie qui allait fusionner avec les débris de S4 Racing. Le légendaire Harvey Postlethwaite allait devenir directeur technique en compagnie de Patrick Head, fraîchement recruté par Frank Williams. Autre bonne nouvelle, le circuit de lubrification qui entraînait casse sur casse ces dernières années fut enfin fiabilisé. Merci Tyrrell au passage. Enfin, Marlboro revenait à la rescousse en emmenant dans ses valises Jackie Hicks et le français Michel Leclerc. Dès le début de la saison au Brésil, la FW05 fut un échec total. Hicks et Postlethwaite furent incapables de régler convenablement la voiture. Jackie Hicks et Michel Leclerc étaient incapables d'exploiter correctement cette machine qui manquait cruellement de rigidité. La voiture rebondissait comme une balle de ping-pong sur la piste et était très instable. Postlethwaite décida de modifier la voiture qui allait prendre du poids, environ 70 kg de trop au gré des modifications. Hicks et Leclerc seront virés après le Grand Prix de Grande-Bretagne, sans ménagement. Merzario fut appelé à la rescousse, sans succès. Frank Williams est alors mis de côté par Walter Wolf et remplacé par Peter Warr, ancien de Lotus. Wolf lui propose alors un rôle de directeur commercial. Frank Williams a très mal vécu cette mise à l'écart et décida de quitter l'équipe début 1977. Comble de l'ironie, Walter Wolf remporte début 1977 le Grand Prix d'Argentine dans une voiture créée par Postlethwaite avec Scheckter. Intenable, Frank Williams décide de repartir de zéro et fonde Williams Grand Prix Engineering avec Patrick Head. Cette deuxième aventure allait permettre à ce duo infernal d'atteindre les sommets de la F1, et ce dès 1980 avec Alan Jones.
Mais cela est une autre histoire. Cette première équipe Williams a connu ce qu'il y avait de pire en F1, une équipe sans financement, soumise aux caprices des partenaires, de pilotes payants, avec un matériel complètement dépassé. Il y a plusieurs responsables. Le premier responsable de cet échec est bien sûr l'argent. Frank Williams aura voulu faire de la F1 avec un budget totalement en décalage avec la réalité du sport, 20 fois moins que Ferrari ou Lotus. Du coup, par manque de ressources, Frank Williams est allé à la chasse à l'argent frais en permanence, quitte à avoir jusqu'à 12 pilotes différents en 1975. De fait, il est impossible de structurer correctement le développement d'une voiture avec un tel turnover. Frank Williams a aussi sa part de responsabilité. Il n'a jamais voulu prendre un ingénieur maison et a toujours fait appel à des ingénieurs freelance ou alors à du matériel extérieur. Pourtant, même si Frank Williams a des défauts, notamment son inflexibilité et son sens dur des affaires, il n'en est pas moins un patron courageux qui a du flair, avec une confiance en lui énorme. Tenir 8 ans dans des conditions difficiles, sans ressources, avec des drames humains, cela forge le caractère. Caractère qui lui permettra de se tenir à la 2e place des constructeurs les plus titrés de l'histoire.